Ok, donc on en était à parler de coordination. Est-ce que vous aviez vu la première vidéo ou pas? Je sais pas. On Ouais. a vu même les deux vidéos parce que il Ah, nous les a repassées en fait. ok, ok. Voilà, donc la deuxième vidéo, c'est une motricité, une coordination un peu plus complexe parce qu'il y a de la lecture de trajectoire, il y a une coordination gauche-droite, une coordination haut-bas. Pour les enfants, c'est un exercice qui peut être compliqué au tout début parce que la progression vient très vite. Et ces deux exercices-là, pour moi, c'est hyper important parce que retrouver une motricité efficiente, ça va permettre à l'enfant de retrouver en gros une adaptation physiologique rapide et de retrouver une motricité cohérente avec le volet. Et ça, c'est très important pour aller vers la spécificité technique du volet qui est hyper grande, comme on connaît. Pour moi, c'est une des plus grandes dans les sports co. Et ça, c'est très important chez l'enfant. Ah, tu peux y aller, hein. Voilà. Alors, le gainage pelvien, on ne va pas y passer 15 ans parce que vous savez tous faire du gainage et je ne vais pas du tout rentrer dans le détail, c'est pas forcément très intéressant. Mais c'est un peu le même principe, si ce n'est que dans le gainage, il faut aller vers le dynamique, toujours, parce que le gainage en volet, c'est dynamique. On est jamais à l'arrêt, sauf quand on défend et qu'on reçoit en gros, une attaque qui est une grosse attaque lourde, quoi. Mais sinon, on est tout le temps gainé et on est tout le temps en mouvement. Donc ça, c'est très important pour aller toujours du général vers le spécifique. Chez les enfants, l'utilisation d'un Swiss ball, c'est le top. Vraiment, c'est le top. Et il ne faut pas du tout avoir peur de l'utiliser. Il faut y passer très très vite et arrêter de faire du gainage planche pendant 10 minutes. Moi, je considère dans ce que je fais, ce qui n'est pas forcément la vérité pour tout le monde, bien sûr, mais je considère que la planche, euh, quand les enfants, une fois qu'ils sont capables de tenir plus de globalement 1 minute, ça n'a plus aucun intérêt. Voilà. Il faut aussi faire attention à tout ce qui est travail concentrique de la sangle abdominale. Euh, donc, il faut en faire, bien sûr. Travail concentrique, je ne sais pas si vous maîtrisez, j'explique peut-être vite fait. C'est un mode de contraction du muscle qui fait que le muscle se raccourcit. Voilà. Donc, quand je fais ça, il y a mon bras qui est là, le biceps brachial qui est là, il se raccourcit et mon bras vient là. Voilà. La sangle abdominale, c'est pareil. Il faut surtout pas faire que ça. C'est très important de travailler de plein de manières différentes sur le gainage pelvien. Qu'est-ce que ça va amener le gainage en sortie de crise? C'est ce que je disais un petit peu. Tous les gestes intenses, donc les plongeons, les atterrissages, tout ça, ils peuvent entraîner des mauvaises postures chez l'enfant parce qu'il y a des adaptations constantes. Et ces mauvaises postures-là, elles peuvent être enregistrées. Si on a un gainage solide en permanence, ça diminue vraiment drastiquement ces mauvaises postures-là, ces petites, ces petits parasites de posture, notamment sur les hanches chez les enfants, qui peuvent être hyper présents et après qui devront être corrigés, qui peuvent entraîner des déséquilibres et des blessures. Donc, bien sûr, pas tout de suite, mais dans très longtemps. Et si on a des niveaux de gainage suffisants, ça diminue vraiment drastiquement l'impact qu'auront ces mauvaises postures et ces mauvaises adaptations un peu parasites du corps, notamment sur les atterrissages. Le dos sera protégé et ça, c'est absolument capital. Voilà un peu. Est-ce qu'il y a des questions sur l'enfant ou est-ce qu'on enchaîne? Allez, on enchaîne. On passe au volet un peu plus classique. Alors, pour répondre à la question qui ne m'a pas encore été posée. Donc là, du coup, je vais parler un petit peu du volleyeur qui va en gros, M15 à joueur senior de national, quoi. C'est un petit peu toutes ces problématiques-là. On peut dire M17 aussi, mais on s'en fout un peu. Alors, les caractéristiques de ce volet-là, c'est une pratique plus intense, bien sûr, parce que les sauts sont plus hauts, les distances sont plus grandes, les impacts de trajectoire sont plus grands, et donc les sollicitations musculaires sont plus grandes, tout simplement. Il y a une reconstruction des tissus qui est à surveiller parce qu'elle n'est pas forcément optimale chez le volleyeur adulte, quoi, en gros. Il y a une motricité et une technique qui est acquise, mais je l'ai mis en rouge
Pourquoi? Parce que ça peut être une motricité, une technique qui n'est pas bonne. Enfin, entre guillemets, pas bonne du point de vue de la préparation physique, qui peut être bonne du point de vue du volet, bien sûr, mais de ce point de vue-là. Par contre, il y a une mémoire musculaire. Alors, la mémoire musculaire, c'est tout simple. C'est qu'un muscle, il se rappelle de ce qu'il a à faire. Et une fois qu'il a en mémoire ce qu'il a à faire dans telle situation, eh ben, il fait un peu toujours la même chose. Et après, c'est difficile de changer les motricités, donc ça peut être un point noir. Mais ça permet, après une longue période où on ne fait rien comme là, de retrouver des capacités qui sont globalement exactement les mêmes en très peu de temps. C'est une pratique plus fréquente, et donc on peut travailler plein de choses. Et une facilité de travail, parce que c'est beaucoup plus facile de convaincre un adulte de travailler physiquement qu'un enfant, parce qu'il y a le côté ludique dont on n'est pas forcément obligé de s'occuper. Voilà. Alors pour moi, les objectifs avec cette population-là, en un, donc c'est sécuriser le dos et les articulations. On est après une période de 2 mois et tous les complexes de protection, en gros, sont fragilisés puisqu'on ne les a pas travaillés. On les travaille pas forcément en faisant de la prépa physique, hein, ces complexes-là. Quand on fait du volet ou toute autre activité, hein, ça peut être du hand, mais on travaille ces protections-là. L'appareil locomoteur est fait pour ça. Par exemple, il y a un système qu'on appelle l'inhibition antagoniste. L'inhibition antagoniste, c'est quoi? C'est un système qui freine la contraction musculaire si le muscle antagoniste n'est pas capable de l'assumer. C'est-à-dire, si je vais frapper un ballon comme ça, il y a plein de muscles qui sont responsables de freiner le mouvement pour pas que mon bras aille dans des angulations en gros dangereuses, quoi. Si mes muscles antagonistes capables de freiner ce mouvement-là ne sont pas en capacité de le freiner, l'action agoniste, donc l'action principale de faire ça, va être inhibée et donc va diminuer en performance. Ça, c'est un principe physiologique qui est naturel. Et donc, quand on va travailler sur les actions antagonistes, on va non seulement travailler sur la protection des articulations, mais aussi sur la performance. Et ça, pour les épaules, c'est vraiment, vraiment capital. Je dis les épaules parce que pour moi, c'est vraiment le risque numéro 1 chez les joueurs de volley actuellement. Mais on pourrait parler du reste. Voilà. Donc, sécuriser le dos parce qu'on peut avoir plein de problèmes avec un trop grand nombre d'atterrissages qui apportent des complications, avec un système musculaire de bas du corps qui sera moins préparé qu'avant à encaisser 400, 500 atterrissages dans la semaine. Voilà. Et c'est le dos qui va capter tout ça, et ça peut être problématique, notamment sur les lombaires, donc le bas du dos, les vertèbres et les muscles. Les hanches, parce que les hanches, c'est là où se font toutes les petites mauvaises adaptations. Et les hanches, on les sécurise en travaillant globalement le dos et le bas du corps. Les genoux et les chevilles, ça je passe pas, vous connaissez. Et solidifier le système musculo-tendineux. Ça, c'est hyper important. Si on a entre guillemets, des muscles qui sont affaiblis et auxquels on ne fait pas trop attention, c'est les tendons qui vont être impactés. Forcément, parce que en gros, le tendon, c'est, je vais caricaturer un peu, et forcément, on pourra dire, il a dit ça et c'est une bêtise, mais c'est quand même un petit peu vrai. C'est un peu la caractéristique de protection du muscle, le tendon. Si on a un tendon solide, on a un muscle solide. Sauf que le tendon se désadapte très vite, et si on impose des contraintes mécaniques trop fortes au muscle, on va se retrouver avec des tendinopathies très très vite. Sur les genoux, la tendinopathie du tendon rotulien, elle est hyper fréquente. Je pense que tout le monde en a eu. Moi, j'en ai eu une qui a duré 6 ans, donc c'est compliqué. Et les tendinopathies aux épaules aussi. Voilà, donc ce système musculo-tendineux-là, il nécessite un renforcement qui doit être progressif et qui doit être surtout en fonction de la pratique. C'est-à-dire que j'ai pas besoin, si je reprends ma pratique de volley 2 fois hebdomadaire, sauf si je suis dans un âge avancé et que mon appareil locomoteur n'est plus en mesure d'assumer ça, mais
C'est pas le cas de tout le monde dans cette conférence. J'ai pas besoin de faire une préparation physique normale. Voilà. Donc, la progressivité que je vais mettre dans le volleyball, elle va suffire. Le corps s'adapte. Par contre, si je suis dans une pratique qui est, entre guillemets, un petit peu intense, je vais avoir besoin de ça. Et donc, je fais comment? C'est un renforcement des muscles classiques, hein. Donc, j'ai mis la coiffe des rotateurs. Donc, c'est quatre grands muscles de l'épaule qui permettent un petit peu tous les mouvements de rotation. Le grand dorsal, qui est un des grands muscles de protection du corps humain, et encore plus dans le volet. Le complexe de saut, donc fessier, quadriceps, ischio-jambier, et le gastro, qui est un des muscles du mollet, et la ceinture pelvienne, donc les abdos, donc le gainage. C'est les 4 grands points auxquels il faut veiller dans le renforcement pour reprendre une pratique en gros en sécurité. Et surtout, la méthodologie de l'entraînement, la progressivité et la spécificité. La progressivité, ça veut dire que je ne dois pas imposer de contraintes mécaniques à mon muscle trop fort tout de suite. Ça, on l'entend un petit peu à longueur de journée, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier qu'on ne doit pas du tout avoir peur. On a un appareil locomoteur qui est hyper performant et ce n'est pas en faisant du volet qu'on va se blesser naturellement. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que le renforcement naturel et les cicatrisations, tout ça, elles sont spécifiques à ce que notre corps a rencontré. Donc, quand on fait du volet, l'appareil, il est habitué à se reconstruire en fonction du volet. Et si on a des lésions que, en gros, le corps ne connaît pas, là, la cicatrisation va être plus lente. Mais s'il est habitué à se cicatriser à des lésions qui sont naturelles, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème et c'est naturel et les méthodes de reconstruction progressent comme ça. Et donc, il ne faut pas oublier que en faisant du volet, en gros, on est un peu en sécurité puisque notre corps connaît ces contraintes-là. Donc, la spécificité, c'est ça. Et la progressivité, il faut la prendre en compte, mais il faut la prendre en compte dans ce à quoi le corps n'est pas forcément habitué. C'est-à-dire, si quelqu'un se dit ok, je dois reprendre le volet vite, je vais me mettre à faire de la muscu. C'est une bonne idée, hein, mais il faut le faire dans un cadre et il faut le faire de manière progressive, avec une intensité progressive, parce que le corps ne connaît pas ça pour l'instant. Donc ça, c'est très important. Au cœur du volet, la progressivité, c'est juste de ne pas faire des séances de 3 heures de saut direct. Voilà. Mais ça, on n'a pas besoin d'avoir fait bac plus 5 et d'être préparateur physique ou d'être kiné ou, voilà, pour le comprendre. C'est naturel, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais par contre, la spécificité, ça, c'est un principe dont on parle peu, mais qui est hyper important. Hyper important. En gros, on est en sécurité quand on fait ce que le corps connaît, même après 2 mois d'arrêt de pratique. À partir de quel moment tu penses que le corps a oublié? Alors ça, je pense que ça dépend vraiment de l'âge déjà. Honnêtement, je ne saurais pas trop répondre à ta question. Moi, je pense que le corps oublie jamais vraiment et que plus la période d'arrêt est grande, plus le temps qu'il va falloir, le temps dont le corps aura besoin pour retrouver ses capacités sera important, bien sûr. Mais moi, je pense que le corps oublie jamais vraiment. Si le muscle est habitué à se contracter d'une telle manière, il la retrouvera et il la retrouvera plus rapidement que le temps que tu as mis à l'habituer à se contracter de cette manière-là. Moi, si je peux donner un petit exemple, il y a quelque chose qui m'avait un petit peu marqué. C'est après ma blessure au genou, en gros, pendant un mois et demi, j'ai rien fait sur le haut du corps avant l'opération. Et on va dire un mois après, allez, 2 mois et demi après, j'ai recommencé à faire un peu de muscu, des haltères, des machins, alors que j'étais hyper faible physiquement. Mais j'ai même pas eu de douleur. En fait, c'est comme si mon corps et mon esprit se rappelaient de chaque mouvement. J'ai pas eu particulièrement de courbatures. C'était assez impressionnant.
il y avait une mémoire, on aurait dit, voilà, de toute cette muscu que j'ai pu faire des années, alors que vraiment, j'avais rien fait pendant plus de 2 mois. Donc, je sais pas si ça rentre dans le. Carrément, c'est la même chose. Mais c'est impressionnant parce que, ok, je sentais que ça avait un peu travaillé, mais il n'y avait pas on aurait dit que le corps n'était pas du tout traumatisé. Enfin, c'était normal après tant d'arrêts. Mais c'est rassurant quelque part. C'est de se dire qu'une fois qu'il a atteint un certain degré de mémoire, on va dire, bah, il peut derrière, il peut s'y remettre et c'est pas peine perdue. C'était ligament croisé, Isaline? Ouais, mais là, je parle justement du haut du corps. J'ai repris que la muscu du haut du corps 2-3 mois après. D'accord. Et c'est passé tout seul, quoi. Ouais. Moi-même, dans le bas du corps, après les ligaments croisés, j'avais une joueuse en national centrale qui s'était fait les croisés. Et au tout début, je travaillais sur du travail excentrique avec elle. Donc, elle était sur un banc et sa jambe blessée était sur le banc, l'autre dans le vide et elle descendait lentement. C'est un exercice un peu connu, je pense que tout le monde l'a un peu fait. Et elle n'était pas capable d'atteindre une amplitude la première fois que je l'ai fait. Son amplitude, elle était ridicule, quoi. Elle descendait un tout petit peu et elle ne pouvait plus parce que appréhension, douleur, etc. Et ça, elle a retrouvé l'amplitude qu'elle avait sur l'autre jambe, elle l'a retrouvée en 1 jour. C'est-à-dire qu'on a fait une séance et le lendemain, elle avait la même amplitude sur les 2 jambes. Donc ça c'est impressionnant parce que sur le muscle qui a été opéré, enfin sur la jambe qui a été opérée, la mémoire, elle n'est pas aussi. Mais bien sûr. Mais je pense que la mémoire est là, mais le corps ne l'accepte pas. Mais sur ce qui est sain, on va dire, ce que je voulais dire, c'est qu'après un temps d'arrêt, le muscle sain se rappelle en fait. Elle ne traumatise pas plus que ça. C'est ça que je voulais dire. Ça m'avait surprise vraiment parce que je m'attendais à plus pouvoir lever les bras et pas du tout. Mais après, il y a sans doute dans ce que tu as fait la progressivité qu'il fait, quoi. Dans les courbatures, c'est simple. Hein. C'est en gros, on applique des contraintes mécaniques aux muscles et il est pas habitué à ces contraintes-là et du coup, ses capacités de cicatrisation actuelles ne sont pas suffisantes. Et donc, on a des douleurs parce que le muscle est en train de cicatriser, de se reconstruire. Des fibres plus fortes remplacent les fibres faibles et c'est un petit peu douloureux. Voilà. Et les courbatures, c'est ça. Il faut avoir des courbatures. Moi, je connais aucun sportif qui n'en a pas. Et c'est important parce que ça démontre un travail qui a été suffisant. Mais donc, si la progressivité, elle est toujours appliquée, entre guillemets, on perd du temps. C'est un peu bête de dire ça, mais oui, entre guillemets, on perd du temps. Mais on évite les courbatures, on évite les douleurs et on revient à l'état dans lequel on était avant. Ouais. Dans mon histoire, juste, je précise qu'il y avait un gros travail de bas du corps qui avait été fait déjà avant, mais pas en excentrique, qui est un autre mode de contraction musculaire. L'excentrique, en gros, je reprends mon exemple de tout à l'heure, c'est la résistance à l'allongement. C'est-à-dire que là, imaginons que j'ai un énorme poids dans ma main. Je vais mettre comme ça. J'ai un poids dans ma main, le poids, il va m'entraîner vers là, et là, mon biceps brachial, il va s'allonger, mais il va résister à l'allongement. Ça, c'est l'excentrique. Mode de contraction excentrique. Et donc, on n'avait pas fait d'excentrique encore avec cette joueuse-là. Et donc, on a fait une séance de 1 heure uniquement sur l'excentrique avec ça. Et le lendemain, elle avait regagné l'amplitude dont elle avait besoin. Donc ça, c'est vraiment le principe de progressivité et de spécificité est très, très important. Simon ? Moi, j'ai juste une petite question là. Pour des joueurs ou joueuses qui ont des problèmes, des tendinites chroniques, tu conseillerais quoi? Est-ce qu'il faut des périodes d'arrêt? Est-ce qu'il faut gérer? Est-ce qu'il faut jamais arrêter? Renforcement pour ceux qui ont des problèmes de tendinite. Alors, ça dépend du tendon. C'est quel tendon? Le genou. Ouais. Les tendinopathies, globalement, il y en a beaucoup qui se soignent uniquement avec de l'arrêt total. Et c'est ça qui est très important à comprendre, ça revient vraiment immédiatement si tu ne fais pas attention. Et donc, en gros, il faut une période d'arrêt total jusqu'à ce que la douleur disparaisse ou disparaisse quasiment, quoi.
Et il faut surtout un travail musculaire pour éviter au tendon de se retrouver dans la même situation. Pour que ce soit les muscles qui prennent les contraintes mécaniques, quoi, et pas le tendon. Et ça, il faut un renforcement en excentrique. En excentrique, c'est ça qui est important. Donc, par exemple, sur le tendon rotulien, il est sollicité dans la flexion et l'extension de genou. En gros, hein. Il y a plus de choses que ça, mais voilà. Et donc, pour éviter de le solliciter, tous les muscles de la cuisse, donc en gros le quadriceps et l'ischio-jambier, il va falloir les renforcer en excentrique pour que dans les grosses phases où le tendon doit s'étirer assez vite et résister à cet étirement, en fait, cette sollicitation soit d'une moindre intensité parce que le muscle a déjà absorbé ce qui se passe. Et ça, c'est important. Et donc en excentrique. Donc il faut une période d'arrêt avec beaucoup d'hydratation et il faut un renforcement en excentrique. Donc par exemple, ce que j'ai expliqué là, le mouvement que j'ai expliqué pour ma joueuse qui s'était fait les ligaments croisés, la Massafra, monter sur un banc, mettre la jambe blessée sur le banc et descendre lentement en flexion, ça c'est un exo pour le tendon rotulien qui est très très bon. Et par rapport à la phase de remontée, du coup, c'est une descente qui est lente et une remontée qui est rapide, ou est-ce que c'est pareil sur un même temps d'exécution? Moi, je le fais quand je travaille en concentrique, donc raccourcissement, et donc du coup, quand elle remonte, c'est une phase concentrique du quadriceps et du fessier, et du grand fessier. Moi, je le fais toujours rapide, mais après, il faut qu'elle ait les capacités de le faire. Donc, c'est un peu, au début, c'est à son rythme, il faut le faire. Voilà. Mais d'ailleurs, on peut même faire, moi au tout début avec cette joueuse-là, en fait, elle ne remontait pas. C'est-à-dire qu'elle descendait lentement, elle se posait, voilà, et ensuite elle remontait sur le banc. Et il n'y avait pas de contraction pour. Voilà. Et puis ensuite, c'est passé à elle remontait une jambe, et puis la troisième étape, c'est elle remontait vite. C'est comme Stanish, quoi. C'est un peu... Ouais, en gros, c'est ça. Mais je crois que d'ailleurs, je n'ai jamais fait trop le Stanish, mais je crois que cet exo-là, il y est dans le Stanish. Hein. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, alors pour le tendon d'Achille, c'est sur un banc, mais le pied qui vient basculer, on descend tout doucement, et on remonte à deux pieds. Enfin, quand on est au départ, c'est même les deux pieds, et après, on vient un appui plus sévère sur un pied, ensuite. Mais on remonte toujours, dans la phase concentrique, on remonte toujours à deux pieds. On fait pas. Il n'y a que vraiment le dernier stade où là, on fait tout sur un pied. Mais au départ, c'est la progressivité, comme tu dis. Ouais, carrément. Et du coup, j'ai une question sur le même thème. J'ai lu et on m'a dit justement par les spécialistes que faire de la corde à sauter en termes de reprise, pour les genoux, justement, c'est déconseillé. Je sais pas si toi, tu connais un peu, ce que t'en penses, dans le sens où, justement, par rapport aux genoux, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Peut-être. Pour moi, la corde à sauter, ça fait partie des exercices que je n'oblige jamais personne à le faire parce que je sais que ça peut être très traumatisant. Et je ne vais jamais imposer. Comment? Vous m'entendez? Ouais. Ah, pardon, c'est traumatisant pour une reprise, la corde à sauter. Vaut mieux travailler sur des flexions-extensions au niveau des chevilles, dans un premier temps, et petit à petit amener vers la corde à sauter. Voilà. Mais là, d'entrée, c'est très traumatisant, comme tu l'as dit, et tu risques de te blesser fortement. Mais en fait, ça rejoint un peu le principe de spécificité. C'est-à-dire que pourquoi c'est traumatisant? C'est parce qu'on va faire, je sais pas moi, on fait 100 sauts, mais ça va être des sauts de quelle manière? Ça va être des sauts sans extension de hanche, sans extension de genou, et avec un tout petit peu d'extension de cheville. Et le volleyeur, il est habitué à quoi? À sauter avec une flexion énorme et une extension énorme. Et donc, c'est un mode pliométrique, c'est de la pliométrie, hein, mais qui n'est pas celle qu'on connaît. Et donc, encore une fois, c'est le même principe.
Moi, je pense qu'un un sprinter qui est habitué à faire des travail de pliométrique avec beaucoup moins de flexion et d'extension, la corde à sauter, ce sera peut-être plus facile pour lui de la mettre dès le début. Mais effectivement, je pense que cette pliométrie-là, avec 100, 200 sauts répétés de cette manière-là, notamment pour les mollets, ça peut être très traumatisant. Ouais. Et si tu limites cette corde à sauter à, allez, je vais dire, entre 5 et 10 sauts maxi, pour, euh, pour, euh, pour cibler la reprise d'appui qu'on a chez le volleyeur, en fait. Ouais. Moi, en fait, la corde à sauter, moi, je la donne uniquement, en gros, à faire quoi, quand je veux une dépense énergétique qui est énorme. Parce que c'est ça l'intérêt. En termes de renforcement, pour moi, ça n'a pas trop d'intérêt. Tu fais de la pliométrie, en fait, quand tu cherches ce genre de… Oui, mais tu fais une pliométrie qui, en gros, qui n'existe pas dans le volley. Le seul moment où elle existe, c'est l'appel en pied de la basket en fille. Et il y a des méthodes qui sont, pour moi, bien meilleures que la corde à sauter pour travailler ça. Voilà. Moi, pareil, je peux vous donner un exemple. En échauffement d'une séance de plio, où tu es amené à faire des répétitions très lourdes ou explosives. Ouais. Pourquoi pas? Mais tu vois, c'est marrant parce qu'au Pôle Sport, nous, pendant 3 ans, on s'échauffait tout le temps avec la corde à sauter. Mais parce que c'est une très bonne méthode d'échauffement. La corde à sauter. Ça me convenait bien. C'est du cardio? Ouais. T'as l'impression de plus dépenser que de courir comme des grands-mères autour du terrain, quoi. Et après, est-ce que faut que ce soit, je pense, raisonnable, plutôt dans un cadre d'échauffement ou de cardio, mais pas en reprise, effectivement. Ouais. Ou très peu. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la corde à sauter, c'est des chocs répétés. C'est-à-dire que tu sautes, tu atterris. À chaque atterrissage, il y a un choc. Et chaque choc entraîne des lésions. Alors, il ne faut surtout pas voir les lésions dont je parle comme des choses dangereuses, parce que dans ce cas-là, on ne vit pas. Et voilà. Les lésions, elles sont naturelles. Et c'est comme ça qu'on avance, qu'on se reconstruit. Et voilà. Mais si on fait 400 sauts de cette manière-là, il va y avoir certaines lésions qui peuvent être un peu embêtantes, quoi, si on n'est pas habitué à ça. Mais je pense qu'effectivement, si on n'a jamais fait de corde à sauter ou de pliométrie avec peu de flexion et peu d'extension comme ça, de pliométrie basse, et qu'on reprend en faisant 400 sauts de corde à sauter, voilà, évidemment, c'est pas forcément bon. Mais c'est une méthode qui a plein d'avantages. Et comme dit Isaline, du coup, moi j'ai dit la dépense énergétique, l'échauffement, donc on monte la température du muscle. Et ça, je dis juste, voilà, pareil, quand on court et qu'on a chaud, c'est pas qu'on n'est pas échauffé. Hein. C'est pas ça être échauffé. C'est la température du muscle, c'est pas la température centrale. Ça, c'est très important. La température centrale, c'est en gros la température des organes vitaux. Et dans le sport, on s'en fout des organes vitaux. Ils peuvent être froids, c'est pas grave. Donc, c'est la température du muscle qui est importante. Et elle est témoin d'une augmentation de la vascularisation. Donc, quand est-ce que le sang arrive, à quelle intensité, ça c'est important. Et la corde à sauter est très efficace pour ça. Mais je reviens un peu sur le travail juste de basket, puisque c'est un point qui me paraît un peu important. Moi, je ne le travaille pas avec la corde à sauter. Je mets une fille sur le dos. Je lui dis de lever sa jambe gauche, évidemment, parce que pour faire de la basket, il faut être droitière. Hein. Donc, je lui dis de lever sa jambe gauche tendue. J'ai un medicine ball. En général, c'est 3 kilos. Et je lâche le medicine ball au-dessus de son pied. Et elle doit juste, avec son pied, repousser le medicine ball. Ça, c'est un type de contraction qui sera vraiment très similaire à ce qu'on retrouve dans l'appel en pied basket, sans le traumatisme de répéter des sauts de cette pliométrie-là en corde à sauter, quoi. Simon, j'ai une question. Ouais. De remettre toute cette progressivité dans un espace-temps. Là, on va sortir pour la plupart avec 10 semaines de presque non-activité. 10 semaines, on entend régulièrement sur la réhabilitation après des blessures, etc., qu'il faut un temps de reprise qui est quasiment l'équivalent du temps d'arrêt. Là, cette progressivité dans le temps, 10 semaines d'arrêt, il faut observer pour toi ces objectifs, ces moyens et méthodes pendant combien de temps? Ça, tout dépend des caractéristiques.
J'y reviendrai tout à l'heure, mais par exemple, quand on a j'allais dire des sportifs, parce que moi j'entraîne des filles, mais quand on a des sportifs de haut niveau, elles sont censées avoir maintenu, même chez elles, un niveau d'activité physique constant. Et donc, quand j'entends les prépas, là je vais passer un petit coup de gueule, je suis désolé. C'était fait pour. Quand j'entends les préparateurs physiques Tu peux du foot, arrêter l'enregistrement pour 3 secondes. j'assumerai. Quand j'entends les préparateurs physiques du foot pleurer parce qu'il leur faut 6 semaines pour reprendre un match de championnat de 90 minutes, je pleure, quoi. Je me dis, mais attendez, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Le corps, il est capable de courir pendant 90 minutes. Et c'est pas parce qu'on s'est arrêté 2 mois qu'on a besoin de 6 semaines. C'est énorme, 6 semaines. Le système neuromusculaire, il a travaillé pendant 10 ans. Et c'est pas en 2 mois qu'il va avoir tout oublié. Alors évidemment, il y a des joueurs qui n'étaient pas capables de tenir 90 minutes avant le confinement et qui le seront encore moins après. Mais c'est pas ça le problème, en fait. Le problème, c'est de dire quel est l'impact sur la performance. Évidemment, l'impact sera, j'allais dire, conséquent, et même conséquent, c'est un peu élevé. Et quel est l'impact sur le risque de blessure. Mais quand on regarde la physiologie, en gros, un peu ce que j'ai décrit tout à l'heure, quels sont les risques pour les ligaments, les tendons et les muscles? Je ne parle pas des os, parce qu'en gros, les os, c'est en danger que quand on est vraiment vieux, quoi. On n'a pas du tout besoin de 6 semaines pour retrouver juste une sécurité. Le corps, on va pas. Moi, si je sors et je vais courir là, je ne vais pas me blesser. Ou alors, je vais me blesser parce que je vais glisser sur un caillou, j'aurai des chaussures de très mauvaise qualité. Et voilà. Je vais me blesser dans quel cas? Je vais me blesser dans le cas où je prolonge des efforts dont la contrainte est vraiment trop forte. Donc, dans ce cas-là, c'est que je n'ai pas appliqué le principe de progressivité. Ou je vais me blesser à cause d'un choc. Et dans ce cas-là, c'est en gros la même quantité de risque qu'il y avait avant le confinement, quoi. Mais donc, pour répondre à ta question, je pense qu'il y a vraiment pas de délai et ça dépend vraiment de beaucoup de choses. La première chose, c'est à quelle fréquence on s'entraîne. Quelqu'un qui, dès la fin du confinement, va se réentraîner tous les jours ou même 2 fois par jour, il va retrouver son niveau physiologique. Alors, ça dépend des qualités, parce que les qualités, en gros, d'endurance cardiovasculaire disparaissent beaucoup plus vite que les qualités neuromusculaires. Mais dans notre cas, donc le volley qui est un sport à fond neuromusculaire, il n'y a aucun impact d'endurance dans notre sport, ou quasiment pas. Moi, je pense que tu peux retrouver ton niveau en 2-3 semaines, quoi. Voilà. Mais encore une fois, tout dépend. Si tu t'entraînes que 2 fois par semaine, tu vas mettre beaucoup plus longtemps. Mais si tu t'entraînes régulièrement, tu vas retrouver ton niveau de sécurité et de performance très très vite. Ouais, je confirme ce que tu dis parce que moi j'ai arrêté ma carrière à 33 ans et on m'a redemandé à 40 ans de jouer en élite. Alors je faisais du triathlon, je faisais du tennis, je faisais beaucoup d'activités bon, le premier entraînement, j'ai souffert de courbatures, je n'avais plus souvenir au niveau des cuisses, au niveau de partout, mais en 2-3 semaines, après j'étais sur la feuille de match, quoi. Et j'étais apte à jouer, quoi. Ouais. Peut-être que Gaëtan, entre-temps, tu avais arrêté aussi l'activité physique. Peut-être que tu faisais du triathlon. Non, je faisais du triathlon, je faisais du tennis, j'allais courir, j'allais m'entretenir, je faisais encore de la muscu. Bon, je faisais des choses plus adaptées aux activités. Je faisais plus par rapport au volley, mais je m'entretenais, quoi. Je faisais mieux que m'entretenir, même. Ouais, tu avais gardé un entraînement fréquent, quoi. Ouais. Et donc, c'est pour ça que quand j'entends les préparateurs physiques du foot pleurer parce qu'ils n'ont pas 6 semaines, mais je me dis, mais où est-ce qu'on est, quoi? Déjà, les mecs glandent rien parce que les footballeurs, ils s'entraînent 1 fois par jour, 5 fois dans la semaine. J'avoue. Les pauses. Non, et maintenant, ils pleurent parce qu'ils n'ont pas assez de temps. Mais non, mais il faut arrêter. Et là, le championnat en Allemagne a repris, après, je crois, globalement 10 jours. Il y a eu un nombre de blessés catastrophique, mais c'est juste parce que pour moi, dans la nature de ce qui a été demandé de faire, donc dans les contenus,
ils ont fait n'importe quoi. Et voilà, j'ai vu un article direct sur le Borussia Dortmund où les 2 milieux défensifs ils se sont blessés dès le 2e jour. Et moi, je me dis, mais putain, mais comment c'est possible, quoi. Voilà, C'est parce qu'ils ont été livrés à eux-mêmes, à une prise en charge seule. Ça, c'est du professionnalisme ou pas. Hein. Ouais. Et puis dans le foot, il y a cette caractéristique terrible où les footballeurs ont leur préparateur physique perso. C'est ça qui est grave en plus. Tu te dis. Ils font des choses, hop, le club ne maîtrise pas du tout ce qu'ils font, alors ils arrivent dans leur club. Parce que comme les clubs ne les font pas travailler assez, puis pas des préparateurs physiques perso, parce qu'ils ne sont jamais fatigués, et puis voilà. Pardon. Non, c'est moi. Après, ils n'ont peut-être pas une hygiène de vie qui est terrible, comme tu dis. Hein. Les 10 jours, ils ont vraiment fait du relâchant et manger et faire n'importe quoi. Donc reprendre une activité, si tu n'as pas une hygiène de vie. Après, on n'a pas tous les paramètres, mais c'est vrai que quand tu dis si les mecs, ils ont chacun un préparateur physique, il y a un problème quelque part. Ah oui, bien sûr, et c'est le cas. Hein. Faire du bricolage entre ce qu'on nous donne à droite, à gauche, voilà, mais là après, et franchement, si tu es un tout petit peu curieux, là, tu trouves tout un tas de petits circuits training, de renforcement hyper sympas sur Instagram, machin, et tu vois, si tu réfléchis un peu à ce que tu as fait pendant toutes tes années, tu sais que c'est cohérent, c'est des choses qui vont juste te maintenir un fond qui est accessible à tout le monde et qui peut pas créer de mauvaises réactions physiologiques. Donc, sincèrement, là, sur une période comme ça où c'est tellement long, tu pourras pas maintenir un degré aussi puissant qu'avant. Mais en étant un peu curieux, il y a quand même tout un tas de choses à faire. Donc, mais bon, bref, je pense qu'on pourrait parler du foot et des comparaisons pendant 1000 ans parce qu'on sait très bien qu'ils sont beaucoup plus payés et que ça nous fout tous les nerfs alors qu'on en fait plus qu'eux. Mais mais bon, je pense qu'il ne faut pas se comparer après. Non, bien sûr. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les qualités cardiovasculaires, donc en gros d'endurance, elles s'oublient beaucoup plus vite et donc il faut un peu plus de temps que les qualités neuromusculaires pour les retrouver. Donc évidemment que les footballeurs ont besoin d'un temps pour se réentraîner et d'être prêts. Mais ce que je veux juste mettre en lumière, c'est que le corps humain, là on a fait face avec le corps humain au Covid, et il y a beaucoup de gens qui ont été guéris, et sans traitement, le corps humain a une capacité d'adaptation qui est énorme. Le corps humain est attaqué en permanence, et la contrainte mécanique, qui est en gros le sport, quoi, l'activité physique, la contrainte mécanique est une des attaques. Et la pratique de haut niveau dans certains sports est mauvaise pour la santé, mais on s'en sort. On s'en sort. Et ce n'est pas un arrêt de 2 mois qui va faire qu'il faut prendre des pincettes. Il y a des choses à faire, il faut les identifier, notamment pour le volleyeur, à mon sens, l'épaule est en danger. Ça, pour moi, c'est l'épaule et le dos, parce que le dos, avec le nombre d'atterrissages, l'épaule et le dos sont en danger. Mais est-ce que je vais avoir besoin de 6 semaines pour sécuriser mon épaule? Non. Si je fais 2 heures de travail d'épaule par jour, mon épaule, elle est sécurisée en 1 semaine, quoi. Alors, je ne dis pas qu'il faut juste 1 semaine. C'est pas ça du tout que je dis. Il faut beaucoup plus de temps parce qu'il faut appliquer le principe de progressivité. Mais il ne faut pas avoir peur. Il faut juste identifier quels sont les risques et imposer une fréquence d'entraînement suffisante pour que les caractéristiques reviennent. Mais elles vont revenir et elles sont capables de revenir très, très vite. Même les capacités cardiovasculaires. Moi, j'ai une question justement par rapport aux capacités cardiovasculaires. Simon, qu'est-ce que tu penses du fait que nous, en tant que volleyeurs, bon, on est sur de l'anaérobie lactique, donc il faut que ce soit très, très court comme effort. Donc, est-ce que tu penses réellement qu'il y a un besoin pendant toute l'intersaison de maintenir vraiment ce cardio, ou est-ce que voilà, on sait que pendant 3 semaines à la reprise, on va en chier, mais vu qu'on va tout de suite reprendre sur le terrain ce type d'effort, c'est suffisant? Est-ce que tu penses que c'est indispensable parce que je voyais par exemple à Cap-Breton, on faisait du cardio 1 ou 2 fois par jour, mais je faisais du cardio avec des rugbyman, des footeux, et je me posais la question, est-ce que ça va vraiment réellement, quand il y aura de nouveau une pause de 2 mois après ma sortie du centre, est-ce que réellement ça va m'être utile là, ce que je fais maintenant, pour dans 2 mois ou dans 1 mois?
Ouais. Parce qu'il y a une perte tellement rapide du cardio. Ouais. Est-ce que c'est pas plus intéressant? Je sais pas. C'est vraiment une question ouverte. Est-ce que c'est pas plus intéressant de se remettre à fond sur le cardio? Je sais rien moi. Je sais pas. Je dis Ouais. n'importe quoi. Un mois avant, c'est suffisant? Ou est-ce que ça va réellement changer de faire du cardio pendant toute l'intersaison Ouais, pour... ouais, ouais. Déjà, la première chose, c'est que tu as parlé d'anaérobie lactique, qui est en gros de ce qu'on appelle une filière énergétique du muscle. Donc, c'est un moyen de production d'un truc qu'on appelle l'ATP et qui permet la contraction musculaire. Bon, c'est de la physio, on s'en fout. Il faut être ce travail dans les filières-là. Donc, en gros, il y a anaérobie lactique qui est censé être le truc court et explosif. Anaérobie lactique, on entend dire ouais, le lactate, tout ça, c'est ça. Et l'aérobie. L'aérobie, c'est la filière, en gros, de l'endurance, donc des efforts longs. C'est ce qu'on a le moins besoin. Voilà. Aérobie, on a besoin d'oxygène, de dioxygène. Et anaérobie, on n'en a pas besoin. Il faut être extrêmement prudent avec ça, parce que les trois filières de production d'ATP et donc de possibilité de contraction du muscle fonctionnent toujours en même temps. Sauf dans, en gros, la première seconde, où il y a effectivement que de l'anaérobie lactique. Mais quel effort dure moins d'une seconde? Aucun. Voilà. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il faut être très prudent avec ça. Même quand je joue au volley, les trois filières énergétiques sont sollicitées à des degrés de sollicitation différents, évidemment. Donc, on va être un petit peu, en gros, on va être un peu plus en aérobie lactique, mais savoir à quel degré exactement avec l'anaérobie lactique, l'aérobie, il faudrait faire des mesures et puis en fait, on s'en fout. Donc, il faut vraiment être très prudent avec, pour moi, avec ces notions-là. C'est des termes que moi, j'utilise jamais, par exemple. La deuxième chose, et c'est la réponse à ta question, c'est un rapport à la fatigue. La fatigue, c'est deux choses. Il y a deux fatigues différentes. Il y a une fatigue, la fatigue qu'on appelle la fatigue centrale, qui est en gros une fatigue du système nerveux. Au bout d'un moment, les informations envoyées par le système nerveux vont mettre en gros plus de temps à s'envoyer avec moins d'intensité, etc. Donc la contraction musculaire devient plus difficile parce que les informations du système nerveux arrivent moins vite et moins bien, en gros. Et il y a la fatigue périphérique. La fatigue périphérique, c'est une fatigue qui se passe directement à l'intérieur du muscle, qui est une fatigue énergétique. En gros, j'arrête pas de dire en gros, mais je simplifie un peu tout. Ce sont les deux fatigues. Voilà. Quand on dit qu'on va faire du cardio, en gros, on augmente notre capacité cardiovasculaire, donc à apporter du sang dans nos muscles très rapidement. Donc, beaucoup de sang, et plus de sang et plus vite. C'est ça, les capacités cardiovasculaires. Donc, on va travailler essentiellement sur la fatigue périphérique, parce que le sang qu'on va apporter va permettre des boucles, en gros, de production d'énergie. Alors que, en fait, c'est plutôt une fatigue neuromusculaire chez nous, et c'est donc plutôt une fatigue centrale dans le volley et dans tous les sports neuromusculaires. Donc, faire du cardio, c'est très bien, c'est très très bien, parce que déjà, c'est d'autres modes de contraction musculaire et on en a besoin. C'est important parce que ça a des effets qui sont un peu en dehors du sportif, notamment sur toutes les caractéristiques d'immunité. Quelqu'un qui est très fort sur le cardiovasculaire, il va avoir une immunité, donc des capacités de défense du corps humain beaucoup plus fortes. Voilà, donc c'est un effort qui est important, mais c'est un effort qui ne va pas être du tout sollicité dans la performance du volleyball, quoi. Faire du cardiovasculaire, c'est important parce que ça conditionne ta capacité globale de sportif. Mais ça n'aura aucun impact direct sur ta performance de volleyeur. Et la sensation un peu que j'ai, c'est que tu parlais tout à l'heure de la mémoire du muscle, donc ça oui. Mais j'ai l'impression que la mémoire du cardio, elle n'existe pas, hein. Enfin, celle-là, non mais c'est vrai, sincèrement, tu peux faire du cardio à fond, tu vas Ouais. évoluer pendant un mois, tu vas t'arrêter d'en faire aussi fréquemment,
Et puis, c'était comme si tu recommençais à zéro. C'est pour ça ma question, c'est est-ce que pendant l'intersaison, c'est si important d'en faire régulièrement ou est-ce que ça suffit de faire un simple maintien pour l'effort de la fatigue globale dont tu parlais et l'effort du sportif global, on va dire, ou est-ce que voilà, il faut le maintenir tout au long de l'intersaison? Parce que ça, dans tous les cas, tu vas en chier quand tu vas reprendre. Et que, est-ce que tu en chieras? Moi, je pense qu'on en chie à chaque fois de la même manière, en fait, que tu en aies fait beaucoup ou moins. Ouais. Non, si, c'est quand même important, même dans le volet, d'avoir un niveau cardiovasculaire élevé. Ce que tu dis, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, la capacité, les adaptations du système cardiovasculaire sont beaucoup plus lentes que les adaptations du système neuromusculaire et s'oublient beaucoup plus vite. Ça, c'est physiologique, c'est comme ça, on ne peut rien. Et donc, effectivement, si tu vas courir une fois par semaine pendant 1 an, que tu t'arrêtes pendant 2 mois, bah, tu peux avoir perdu tous les efforts que tu as fournis. En fait, ça va déterminer ta capacité cardiovasculaire. Elle va déterminer un petit peu la capacité d'entraînement, de volume d'entraînement que tu as. Ta capacité à t'entraîner beaucoup et souvent. Voilà. Et c'est utile pour nous volleyeurs d'aller courir une demi-heure. Il faudrait mieux pas faire des petits circuits plus intenses. Tout est important. Si tu fais des petits circuits avec des petits exos, l'objectif, ça va être un petit peu de préparer ton système neuromusculaire plutôt. Et si tu travailles de manière cardiovasculaire, tu vas travailler de manière beaucoup plus globale et cet entraînement-là n'aura aucun impact sur la performance. Aucun. Mais ça va te permettre de t'entraîner beaucoup plus et beaucoup plus fort, par contre. Et pour moi, c'est quand même important de garder un niveau cardiovasculaire quand tu t'arrêtes, important. Mais ce n'est pas la priorité. C'est pas la priorité. Mais pour toi, c'est quoi important? Là, on est depuis 2 mois en arrêt. Voilà, c'est quoi pour toi? Aller faire 2 footings d'une demi-heure ou alors faire plutôt de la fréquence? Mais ça dépend, tu vois. Moi, par exemple, je déteste courir, moi. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de volleyeurs qui détestent courir et ils font du volley parce qu'on ne court pas. C'est le seul sport où on ne court pas. Moi, je vais courir. Enfin, je suis allée courir, mais je n'ai pas la sensation que ça corresponde à mon effort. Ouais. Et déjà, aussi vite que pour des circuits. Je sais pas. La sollicitation cardiovasculaire, tu la mets en piscine déjà. Ça change tout. Déjà parce que tu as une sollicitation neuromusculaire en piscine qui est énorme. Énorme. Voilà. Et donc, toi, tu n'aimes pas courir, moi je déteste aller à la piscine. Donc ça, voilà. Donc, comment? Tu peux alterner les deux. Hein. Ouais, bien sûr. Et il y a le vélo, il y a la rameur, il y a les montées d'escalier. Voilà, tout ça, c'est plein de méthodes. Pour toi, ça serait intéressant, là, pendant cette période, de faire, je sais pas, 2 fois par semaine, une séance plus, ou sachant que, allez, en admettant une reprise en septembre ou octobre, tu vois le laps de temps. Est-ce qu'il vaut mieux pas développer le muscle et le renforcement musculaire et se focaliser plus là-dessus, ou faut juste faire un truc global? Après, je ne parle pas que pour moi et le haut niveau, hein, je parle globalement pour tout le monde qui va reprendre dans un laps de temps où tu ne peux pas te dire, OK, là, je remets le paquet pendant 1 mois, sachant que peut-être tu reprends dans 3 mois. Moi, je pense que chacun connaît son corps. Il y a des choses qui sont invariables. Je ne suis pas sûre que chacun connaisse réellement ce qu'il lui faut et à quel moment. J'en suis pas certaine. C'est un peu. Non, mais c'est pas ça que je dis. Mais il y a des choses qui sont invariables. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu protèges ta reprise en travaillant en renforcement un peu tout ce que j'ai cité. Donc la coiffe des rotateurs, le grand dorsal, le complexe de saut et la ceinture pelvienne. Ça, c'est invariable. Et ensuite, après, tout dépend de la manière dont tu t'es entraîné jusqu'à présent. Si au sein de ta carrière de sportif, tu cours régulièrement, même un volleyeur, tu cours régulièrement, et ben ça va être important de courir. Si tu n'as jamais couru et que tu n'aimes pas ça, en fait, l'effet que ça aura sera moindre et ça n'a pas d'intérêt. Il faut garder une sollicitation cardiovasculaire importante pour reprendre, mais il faut avoir conscience que ça n'aura pas d'impact direct sur la performance. Voilà.
Et en gros, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais quand tu cours, tu sollicites aussi le neuromusculaire, hein. Donc, c'est pas que juste travailler sur l'endurance, blabla, c'est aussi un travail neuromusculaire, hein. Tout fonctionne toujours en même temps. Surtout si tu vas faire des marches ou si tu alternes du dénivelé, de terrain varié, etc. Il y a plein de choses à faire pour courir, pour amener un peu de ludique et faire aussi beaucoup de neuromusculaire, hein, sur des séances je trouve que courir très longues. complètement sur du plat pendant 30 minutes, Ouais, en moyenne, je ne sais pas si ça correspond à ça. Ça va créer quelque chose un peu de base, une espèce de capacité globale, mais ça ne va pas rentrer réellement dans l'effort que nous, C'est ça. Quand tu parles de capacité globale, c'est ça. Ça va améliorer ta capacité à t'entraîner dans tous les cas. Donc, c'est peut-être quand même le cas, justement, dans une période comme ça, d'utiliser ça. Mais par contre, je pense que dans les modalités de travail cardiovasculaire, il faut être intelligent. Pour moi, voilà, quand tu es volleyeur et que tu veux faire du travail cardiovasculaire, aller courir, c'est pas forcément la bonne méthode. Voilà. Après, moi, j'aimerais intervenir. Excuse-moi, Simon. Moi, je sais que j'ai besoin d'aller courir pour sentir bien mes appuis par rapport au sol. Ça m'aide dans mes sauts. Au départ, quand je commence à courir, j'ai tendance à beaucoup courir avec les talons. Et au bout de 10 minutes ou un quart d'heure, mais en fait, je fais vraiment plante de pied, plante de pied, pointe, plante de pied, pointe. Et là, maintenant, c'est bon. Après, je peux commencer à faire des sauts. Parce que sinon, je vais avoir ce souci à utiliser beaucoup trop mes talons par rapport à… Et donc, j'ai besoin d'aller courir au moins 10 minutes ou un quart d'heure. Et là, tu parles de courir dans la salle avant ton entraînement de volley? Oui, courir dans la salle ou même courir dehors. Là, j'ai fait régulièrement des footings. Le premier quart d'heure, si on me filme, c'est catastrophique, quoi. Je tape des pieds, je fais du bruit. C'est rigolo parce que les nouvelles méthodes de prépa physique, on a l'impression que les échauffements courses, c'est complètement dépassé et que c'est plus du tout intéressant. Qu'il y a plein de choses qu'on peut faire sans courir qui échauffent beaucoup mieux finalement. Alors, on a l'impression qu'on ne transpire pas trop dans ces échauffements, que c'est un petit peu bidon. Mais sincèrement, le corps, il est 10 fois plus près que d'aller courir, de trotter. J'appelle même pas ça courir, j'appelle ça trotter. Comme on peut mettre pause ou pas? Qui peut mettre pause? Romain? Romain, t'as mis pause? Ouais, bien sûr. Non. Non. Bon, bah tant pis, je dirais pas. Je l'écris. Il faut assumer. Simon, dans le chat. Dans le chat. Je le mets dans le chat. Pourquoi c'est passé de mode un peu de courir? C'est que je parlais tout à l'heure de l'échauffement. Le principe, c'était d'augmenter la température du muscle via la vascularisation. Et il y a 2-3 études qui sont sorties il y a quelques années et qui ont montré qu'après un échauffement en courant, en trottinant, comme dit Isaline, la température à l'intérieur du muscle, elle avait baissé. Et c'est ça un petit peu le départ de tout ça. Et puis on s'est rendu compte que ça échauffait pas si bien. Mais quand on réfléchit de cette manière-là, on ne prend en compte uniquement l'aspect, en gros, cardiovasculaire de trottiner. Et là, ce dont Gaëtan parle, c'est que quand on court, on fait de la plio. On fait de la pliométrie, hein, c'est de la pliométrie. Et là, voilà, on a juste un joueur qui a besoin d'un travail pliométrique important. Et enfin, moi, je ne vais jamais lui dire ne cours pas. Je ne vais jamais lui dire ne cours pas. Il a besoin de sentir ses appuis de cette manière-là, soit. Mais il faut être conscient juste des caractéristiques de telle et telle méthode. Moi, je fais partie des préparateurs physiques qui disent qu'il y a rien n'est faux, en gros. Rien n'est faux. Il faut juste savoir organiser ce que tu fais à l'intérieur de ce que tu fais, quoi. Il faut organiser les choses de manière cohérente, mais tu peux tout faire et tout est bien. Non, parce que je disais ça parce que je sentais que justement ce type d'échauffement, tu sollicites, tu fais… Ah, mais c'est sûr. Hein. Tu sollicites tout globalement sans être Enfin, des fois, on était juste en cercle, en train de faire des petits mouvements, tout ça. Mais j'ai l'impression que quand on a pris les ballons, on était beaucoup plus prêtes que… Sans avoir couru. Sans avoir couru. Ouais. Ouais. Après, non, en fait, d'abord, il y avait un petit peu on était en cercle avec quelques
quelques mouvements un peu d'ouverture, oh, c'est quoi le mot? J'ai oublié. Déverrouillage articulaire. Oui, mais voilà, mais un petit peu Romain, pour mettre bien. un peu de résistance ou avec des Ouais. élastiques et tout. Et après, progressivement, on faisait des petites navettes, mais vraiment des trucs sur 5 mètres, hein, pas plus, avec quelques déplacements ou des déplacements sur une échelle de rythme sur les épaules, quoi. Enfin, plein de choses comme ça. Puis finalement, j'avais l'impression que quand on prenait les ballons, on était beaucoup plus près que sur des allers-retours sur le terrain, sur les 9 mètres. Enfin, je trouvais que ça nécessitait beaucoup plus de concentration mentale de faire ces exos que de courir bêtement. Parce que quand tu cours bêtement, t'es pas attentif à ce que tu fais. Enfin, à part Gaëtan qui pense à ses appuis, à son talon, la plupart du temps, tu es en train de discuter ou t'es pas dans ton entraînement et du coup, tu perds encore un quart d'heure derrière pour arriver à rentrer dans. Ouais. Mais ça, c'est comme. Vas-y, Alain, vas-y, Alain. Moi, je pense que tout ça, c'est une question de routine. Hein. On nous a trop habitués justement à cette routine. Voilà. Très bien qu'après, tu perds, que les joueurs ne sont pas prêts avant 30. Enfin, que souvent, tu perds encore un quart d'heure avant qu'ils rentrent dans l'entraînement parce qu'on s'est mal échauffé. Mais il y a aussi un peu de fainéantise, peut-être, des entraîneurs de faire différentes choses aussi pour l'échauffement, d'imposer autre chose. Non, mais c'est vrai. Parce que tout le monde n'a pas un préparateur physique qui peut justement faire une variation d'exercice d'échauffement et que ça prend du temps. Mais combien 90% des joueurs ne savent pas s'échauffer, hein, qu'on se le dise. Ça, c'est vrai. Ça, c'est la vérité. Donc, Mais moi, de diriger des fois les échauffements permet de gagner sur ton temps de séance, en fait. Mais bon. Romain, je sais que tu as envie de raconter l'histoire, là, donc tu vas la raconter. Vas-y, Romain. Non, je voulais vous raconter que cette année, on avait une équipe très très forte et on a trouvé qu'elle s'échauffait très très mal et en fait, on a remis un circuit en place. Non, mais c'est pas qu'elle s'échauffait mal. C'est pas qu'elle s'échauffait mal. Il y avait un quart d'heure de libre et il y a la moitié de l'équipe pendant ce quart d'heure de libre qui ne faisait rien. Rien. Elle était assise et elle faisait rien. Donc c'est pas s'échauffer mal, ça c'est pas s'échauffer. Pas s'échauffer du tout. Et donc on a mis en place c'était un quart d'heure libre, style pour du déverrouillage ou des élastiques ou des trucs comme ça. Et après vous preniez un quart d'heure ou au bout d'un quart d'heure il fallait commencer à prendre le ballon? Nous, entre l'heure de l'entraînement et à l'heure de l'entraînement, j'ouvrais la salle 20 minutes avant. Et ça, c'était un temps qu'elles avaient libre pour s'échauffer. Et après, on prenait les ballons au bout d'un quart d'heure, en gros. Donc, ok. Donc, elles avaient un quart d'heure pour leur truc et après un quart d'heure d'échauffement. Et pour finir un petit peu, en gros, j'en avais qui arrivaient dans les 20 minutes. Elle arrivait 20 minutes avant l'échauffement. Elle mettait une seconde à changer et après, elle prenait un élastique et elle cassait le poteau tellement elle tirait. Et on en avait qui arrivaient juste à l'heure pour venir Voilà. à Et du l'entraînement. coup, tu sens après, évidemment, ton décalage. Quand est-ce que tu es réellement dans ton entraînement et efficace? Je suis sûre que tu sentais un décalage. Tu sais, ce fameux premier exo, tu commences à mettre les ballons et que tu vois très bien que physiquement, tu as la moitié de l'équipe qui n'est pas prêt, où tu perds encore un quart d'heure, une demi-heure. Ouais. Et en fait, c'est con, mais je pense pour être efficace, il faut revenir à des petits exercices d'échauffement plus ludiques et où ça nécessite plus de concentration, mais ça prend du temps, c'est sûr. Mais si tu veux Là tu gagner. as soulevé un point qui est essentiel pour moi. Et après, je laisse la parole. C'est que dans nos échauffements, la plupart du temps, il n'y a aucune contrainte psychologique. Il n'y a pas besoin de penser. Et ça, pour moi, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Il faut vraiment qu'on comprenne que l'échauffement, ce n'est pas uniquement ce dont je parlais tout à l'heure, augmenter la température du muscle. C'est pas ça l'échauffement. L'échauffement, c'est se préparer à l'action. Donc, c'est beaucoup plus global que ça. Voilà. Si vous avez l'occasion, je ne sais pas si tout le monde a eu l'occasion de le voir, mais Émile Rousseau, en gros, il nous laisse un temps pour nous échauffer seul et après, on commence à prendre des ballons, on a des petites manipulations, juste des lancers, des déplacements. Mais je vous promets que si tu n'es pas concentré, là tu es dans un échauffement, tu es déjà dans l'entraînement. Et là, après, quand tu démarres réellement
une sorte de collectif ou autre, bah, t'es échauffé là. Hein. Là, c'est pas possible. Mais ça nécessite aussi un investissement de ouf de la part des entraîneurs ou du préparateur physique pour varier, pour que tout le monde soit prêt mentalement. Voilà, et ça, c'est pas évident non plus parce que tu as toujours ce truc où tu as plein de gens qui disent que non, mais moi, il faut que je garde mon échauffement depuis 10 ans, j'ai le même, vraiment, ça va me sortir de mes habitudes, de mes. Bah ouais, mais si justement c'est le même échauffement depuis 10 ans que tu es dans ces habitudes-là, je suis pas. Enfin, je pense que c'est faux comme discours de dire ça. Ça rassure, mais on sait très bien qu'un vrai protocole d'échauffement efficace, il y a combien de joueurs qui vraiment sont capables de le réaliser. Je sais pas ce que tu en penses, Alain, mais est-ce que toi, tes joueurs, tu laisses toujours cette période, tu les laisses toujours gérer est-ce que tu sens qu'ils sont réellement prêts à démarrer l'entraînement Après, moi, j'ai imposé une routine. Hein. C'était au début, peut-être à peu près comme Romain, je laissais une petite dizaine de minutes où ils étaient en indiv. Et je le faisais 10 minutes où on faisait du collectif où moi, j'avais imposé des exos. D'échauffement. Voilà, d'échauffement. Et voilà. Et ça a été comme ça toute la saison, à l'entraînement et en match. Moi, je mettais… c'était la routine, quoi. Et c'était toujours la même chose? Non. Moi, je laissais… bon, j'avais la chance d'avoir aussi un international dans mon équipe. Et voilà, qui était quand même assez calé sur les variations d'exo et tout. Sur le collectif, je le laissais un peu faire. Mais sur tout ce qui était indiv, chacun faisait ce qu'il voulait. Hein. Et ça, c'était la même chose toute la saison. Ouais, sur tes disques. Après tu te retrouvais dans les 10 minutes. Tu ne pouvais pas dire que c'était la même chose toute la saison. Non. Tu faisais ce que tu voulais, tes 10 minutes, comme tu veux. Si le rouleau, les élastiques. Voilà, rouleau, élastique, on déverrouille tout ce qu'il y a. Et après, on activait avec du collectif. Et on faisait ça toute la saison. Le gros souci, pour moi, il est simple, c'est qu'on touche au professionnalisme de chaque joueur, en fait. Mais là, on est sur un niveau vraiment, vraiment élevé, quoi. Quand tu vois une fille qui arrive et qui s'assoit contre un mur pour l'échauffement, tu te demandes si elle est vraiment professionnelle, quoi. Moi, je m'assois contre le mur pour faire les quadrilles. Réellement. Réellement. Non, mais par contre, tu vois, quand on y pense, pourquoi avec les jeunes, on les laisse jamais gérer? Eh ben, on est tout le temps en train d'encadrer les jeunes pour leur échauffement. On trouve toujours des idées ludiques, des jeux. Non, les jeunes… Après, avec les pros, on arrête de faire ça. C'est grave quand même quand on y pense. Moi, il y a deux choses. Moi, la première chose, j'estime que comme les pros, normalement, elles connaissent leur corps et il y a une histoire derrière chaque corps qui est différent. Il y a des besoins qui sont différents. Donc, moi, oui, mais pour le quart d'heure avant, ça, c'est sûr. Ça, c'est… Ouais. Je suis d'accord. Mais après, j'en sais rien. Tu sais, la fameuse passe à 10 qui saoule tout le monde quand tu es adulte, mais qui te fait bien monter le cardio ou tu vois, des trucs comme ça. C'est vrai, on le fait dans toutes les catégories jeunes. Et après… Ouais, j'ai un groupe en N3 là, de 18-19 ans de moyenne d'âge. C'est le quart d'heure d'échauffement, d'entraînement, hein, pas celui d'avant. Il est forcément encadré, dirigé, très varié, pas de routine, parce que sinon ils font ça de manière automatique, sans réfléchir, sans savoir précisément pourquoi on fait ce geste à ce moment-là, pourquoi ils doivent transpirer à un autre moment. Et je m'oblige à faire ça parce que sinon je les ai pas, et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, c'est comme si on n'avait rien fait. Hein. Donc, c'est ça ma question. Vraiment, pourquoi arriver en pro, on prend moins. Après, si tu as de la chance d'avoir un préparateur physique, c'est top, c'est l'idéal parce que c'est son corps de séance ou de. Bon, on était quand même parti du footing des pieds de Gaëtan. Hein. Ouais. Mais bon, c'est pour ça que c'est bien Désolé, hein. C'est pour ça que c'est bien les ateliers. Mais n'empêche qu'au final, tu n'as pas réellement répondu à ma question sur
est-ce que dans cette période où en gros on a 4-5 mois d'arrêt, est-ce que réellement de faire un cardio poussé va Non, mais vraiment être pour moi, intéressant il faut. pour la Si, reprise? si, je peux répondre. Pour moi, il faut. Pour moi, il faut. Il faut profiter. Ouais, Il ouais, faut ouais. profiter il faut profiter de ces moments-là. Pour moi, j'ai une expérience qui rejoint peut-être un peu Gaëtan, je vous la partage rapidement, où entre 30 et 40, là, j'ai cumulé de jouer en élite et sur les périodes hors saison, j'ai fait beaucoup de courses, beaucoup d'ultra trail et autres. Donc, des sports qui sont absolument pas compatibles en même temps sur de l'ultra-endurance. Mais j'ai basculé pendant 10 ans de l'un à l'autre, mais avec sans doute des risques au niveau physique, sur les transitions, notamment sur les transitions, mais le corps s'adapte très vite. Mais je pense que c'est parce que j'ai fait beaucoup de courses et d'ultra-endurance que j'ai pu jouer jusqu'à plus de 40 en élite. Et je pense que c'est ça. Ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas de lien direct entre notre capacité cardiovasculaire et la performance d'attaquer à 3,30 là-haut et à trouver des angles incroyables au 5e set. En revanche, notre capacité à s'entraîner plus longtemps et dans une hygiène corporelle globale plus saine, pour moi, c'est indéniable. Je ne pense que j'aurais pas. Je me suis trouvé dans une forme physique entre 30 et 40 quand j'alternais ces sports-là, comme j'avais pas eu entre 20 et 30 ans. C'est normal. Avec... On est meilleur après 30 ans. Ouais. Oui, bien sûr. Mais donc pour moi, il faut y voir ça. Il faut y voir une opportunité de pouvoir de pas avoir à faire sur la période qui arrive là un travail très intensif neuromusculaire spécifique volet parce que de toute façon on va avoir la dose à partir d'août ou septembre ou octobre et que ça suffira. Au contraire, il faut profiter de cette période-là pour monter encore d'un cran notre système cardiovasculaire et s'appuyer dessus. Mais pour moi, c'est quasiment un travail continu pour me permettre de nous entraîner plus et surtout plus longtemps après. Parce que moi, j'ai sincèrement des préparateurs physiques qui m'ont déconseillé, hein, qui m'ont dit que ça risquait de me créer, comme je cite, on n'est pas là pour former des marathoniens et ça risque de te créer d'autres blessures. J'ai dit, OK, c'est pas les 2 fois dans la semaine où je vais courir 30 minutes qui vont réellement me créer des blessures. Ça dépend peut-être de chacun. Parce que moi, je vois, j'ai 3 garçons et j'en ai 2 qui adorent courir et j'en ai un qui déteste courir et il ne sait pas courir. Non, mais ça j'aime pas. Hein. C'est pas. Voilà, c'est Non, juste non, mais que je sais que ça risquait en fait de créer des effets inverses. Après, Non, c'est mais vrai ça, que pour les je genoux, peux c'est pas l'expliquer. idéal. Hein. Ça, je peux l'expliquer très vite fait, et après je laisse la parole, mais expliquer un peu ce que ces préparateurs physiques disent là. En gros, c'est le principe de spécificité qui est en gros, on va aller un peu dans le physiologique. Le muscle est constitué de fibres, et ces fibres sont de nature différente. Et en gros, ces fibres sont capables de s'adapter et même se transformer en fonction de l'effort que tu leur demandes. Et elles vont être plus en capacité de t'aider à avoir un effort cardiovasculaire si tu fais ça en continu. Sauf qu'en fait, l'effort cardio-musculaire, c'est pas du tout le même que l'effort neuromusculaire. Et donc, c'est le discours de dire tu vas transformer tes fibres, blablabla, alors que non, mais non, pas du Je tout. n'en fais pas suffisamment, je pense. Eh non, bien sûr que non, bien sûr que non. C'est pas parce que Après, par contre, moi j'ai dit vas- oui, mais là, pendant le confinement, ça me fait du bien d'aller. Ah, bah alors, OK, si c'est un impact mental, vas-y, Aussi, ouais. autant que tu veux. Eh oui, Ah oui. évidemment. Bon, passion on en revient. elle n'a jamais été aussi présente. Hein, depuis. Une athlète d'ultra trail, là, on pourra parler de transformation des fibres, mais là, on parle d'une chose qui ne peut être que bénéfique. Bénéfique. Sauf évidemment, il y a des petits risques de blessures. Si on a des mauvaises chaussures, ça peut entraîner des tendinopathies du tendon d'Achille, etc. Ouais, parce que souvent, t'es sur du goudron aussi. Hein, c'est pas. Le fascialata, ce genre de choses. Hein. Voilà, c'est ça. Mais c'est des risques qui sont inhérents à toute pratique. Si tu vas faire d'autres formes de sport dehors, il y a les mêmes risques. Hein. Enfin, c'est d'autres risques, mais il y a la même quantité de risques, quoi. Et pas avoir couru pendant 2-3 mois, il est évident qu'il ne faut pas aller courir 1 heure par jour
du jour au lendemain. Il faut Une heure, faut c'est chaud, hein, déjà une demi-heure. non, mais ouais, c'est pour ça. Y aller une fois, 2 fois dans la semaine, 30, 35, 40 minutes, et puis au bout de 2 semaines, éventuellement rajouter 10 minutes, mais y aller tout progressivement. Bah ouais, bien sûr aussi. Ouais, c'est comme aller nager. Si tu vas nager trop d'un coup et que tu reprends le volet, au niveau de tes épaules, ça peut faire mal, quoi. Pas de risque pour ça. Mais... pour la Sifflet. La nage en sifflet. Ah, moi, c'est la plage, c'est pas fait pour ça. Bon, de toute façon. Non, mais d'accord, ok. Donc là, de toute façon, dans cette longue période, voilà, c'est plutôt de varier ce qu'on fait et Ouais. d'être sur quelque chose de global. Donc ça peut pas être traumatisant au Non, point. c'est ça. D'accord. Non, c'est ça. Après, C'est pas effectivement, le si tu as faire. l'occasion d'avoir des vélos, d'appartements ou des rameurs, ça c'est bien aussi, puisque Bah ça. oui. Parce que là, Rameur, moi, je vais incroyable, le courir rameur. parce que j'ai rien d'autre non plus. À part des petits circuits, mais bon. Si tu devais choisir entre vélo, rameur, course à pied et natation, tu conseillerais quoi pour travailler le cardio pour un volleyeur, en fait? C'est une question pour moi? Ouais, pour toi, Simon. Ah, moi, Dans les fréquences, non? c'est la réponse que je te donne en 1, c'est la variété, mais je sais que c'est une fausse réponse. Donc, je vais te dire, moi, c'est la natation. La natation, c'est fantastique. D'accord. Et si je devais donner un deuxième, le rameur, c'est un exercice qui est excellent aussi. Ouais, parce qu'on est quand même, on plie beaucoup les jambes et on fait travailler beaucoup le grand dorsal. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais après, quand C'est tu clair. cours, pour courir un peu, j'aime pas trop ça, mais je m'oblige un peu. Quand tu cours, tu parles avec tous les coureurs et c'est vrai, tu trouves une espèce de plénitude, quoi. Ouais. Un confort, Ok. une sensation de bien-être qui est énorme, que tu retrouves pas dans la plupart des autres pratiques. Et ça, ça rentre aussi en compte, quoi. Ça rentre aussi. En natation, tu peux le retrouver quand des jours où tu glisses vraiment bien. Tu as la même sensation ou même en vélo, hein, quand tu es dans ce flow-là, je dirais, eh ben, c'est un réel plaisir, quoi. Mm. Mm. La natation a un immense intérêt, c'est que tu ne portes pas ton poids de corps. Ouais, c'est ça. Et pour les articulations, c'est très protecteur, quoi, forcément. Pour les À genoux. part peut-être les épaules, quand même, où tu les sollicites quand même pas mal en natation. Oui, bien sûr. Non, mais tu sollicites, mais c'est pas ça la question. Ouais. Il n'y a pas de choc. Il n'y a pas de choc. Pas de choc et tu n'es pas soumis à la pesanteur, quoi. Et donc, il n'y a pas ces contraintes-là qui s'appliquent à tes articulations. D'accord. Et après, en période, qu'est-ce que tu penses? Parce que moi, j'ai déjà entendu parler, je faisais pas mal de natation aussi à Mulhouse avec notamment la ministre des Sports. Et comme je faisais du volley à côté, on m'a dit, ouais, 48 heures avant, voire 72 heures, ça serait bien que tu fasses plus de natation parce que les efforts ne sont pas tellement adaptés. Après, j'ai adapté ma pratique en natation en faisant des efforts plus violents et pas nager 2 km de suite comme ça en endurance. Non, moi, j'avoue, je sais pas trop là. Je pense qu'effectivement, il y a une spécificité liée au volley qui est absolument pas là. Mais de là à dire il faut arrêter de nager parce que non, je pense qu'il faut arrêter de nager si ça provoque des choses embêtantes comme des blessures à l'épaule, des choses comme ça. Au scapula, c'est très traumatisant pour les scapulas, la natation, les omoplates. Voilà, ce genre de choses. Mais sinon, non, je vois pas l'intérêt de dire d'arrêter, non, vraiment pas. Encore une fois, moi, je pense que c'est une question d'habitude, de routine. Hein. Si tu le fais tous les jours et tu vas jouer, moi, je vois aucun souci. Moi, je me rappelais à l'époque, pour la petite histoire aussi, quand Ngapet, moi, le père, m'entraînait en sélection, c'était tellement physique que les matins du match, on faisait du lourd. On était habitué à ça et on était bon en match. Et c'était une routine où il avait installé ça, on était habitué à travailler, le corps était habitué à ça. Et nous, il n'y avait aucun souci, hein. On était aussi performants. Donc, c'est les habitudes, c'est les routines. Hein. C'est ça. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que globalement, tu peux tout faire. Tu peux tout faire.
Il faut juste être cohérent à l'intérieur de ce que tu fais. C'est Mais ça. il n'y a pas de vérité. Mm. Mais par contre, il faut être intelligent. Et si il y a un joueur qui arrive dans ton équipe qui est absolument pas habitué à faire de la muscu et tu lui dis bah, il faut faire du lourd le matin du match, bah, ça va pas le faire, quoi. Justement. On est d'accord. J'enchaîne un peu sur la suite. J'allais dire, on y va, on continue. Il y a une question. Faire du beach, c'est bon pour garder la caisse. Avec le sable, tu joues beaucoup sur les stabilisateurs et le cardio. Non. Oui. Ouais, carrément. Le sable, c'est très, très bon pour ça. Il faut juste faire attention à une chose avec le sable, c'est que on ne fait pas de pliométrie dans le sable. Toute la motricité liée au saut, au bondissement n'est pas là parce que le fait que tu t'enfonces un petit peu annule ce qu'on appelle le temps de couplage. En gros, la pliométrie, c'est quoi? C'est une contraction excentrique suivie d'une contraction concentrique. Cet enchaînement-là, entre les deux, entre le passage entre l'excentrique et le concentrique, ça s'appelle le temps de couplage. Et quand tu es sur le sable, le temps de couplage est beaucoup trop long pour qu'on appelle ça de la plio. Et parce que tu t'enfonces et donc tu n'as pas les capacités de rebond, en gros, d'élasticité et de rebond. Et donc, ce n'est pas du tout la même motricité de saut qu'en salle. Donc, il faut juste faire attention à ça. Mais ouais, le sable, carrément, hein, au niveau cardio, c'est énorme. Et par rapport à ce que tu disais, la pliométrie, ça ne met pas en action le réflexe myotatique. Si, ça en fait partie. Si. D'accord, ok. Allez, j'enchaîne. Hop. Je ferme les questions. Voilà. Bon, j'ai mis quelques exemples. Voilà. Donc, le travail à l'élastique pour les épaules, ça reste le top, hein. Voilà, chacun connaît rotateur interne, rotateur externe. Il faut faire les deux. Les gens qui disent qu'il faut faire que de l'externe pour renforcer les antagonistes, ce sont des menteurs. Il faut faire les deux. Voilà. Le protocole de Bourberger, c'est le top. Voilà. Si vous ne connaissez pas, vous tapez Bourberger sur Internet. Si on le fait le protocole sérieusement, notre épaule est en sécurité à quasiment 100% pour moi. Pour le grand dorsal, moi j'aime bien utiliser les TRX. Voilà. C'est pas mal. Travail de flexion-extension et ensuite pliométrie. Ça rejoint un petit peu le principe de spécificité. Il ne faut pas faire de la pliométrie n'importe comment. Et donc, il faut d'abord faire les sauts de la manière dont on connaît. C'est-à-dire, par exemple, c'est pas bien de dire à un volleyeur qui est habitué à faire un saut après un enchaînement de 2 pas, de 2 appuis ou de 3 appuis, et en s'aidant des bras, de lui dire bon bah tu vas rebondir sans t'aider des bras et sans élan, quoi. Voilà, faut faire attention à ça, il ne faut pas faire des sauts n'importe comment. La spécificité, c'est important. Donc, il faut faire un travail de flexion-extension, voilà, et passer à de la pliométrie non spécifique un petit peu plus tard, et pas dès le début. Voilà, ça, c'est important. Et puis, gainage, ceinture pelvienne, voilà, c'est football, le top, voilà, il faut en faire tout le temps. Moi, au TFOC, avec les pros, il y a 15% de toutes les séances de physique qui sont consacrées au gainage, purement au gainage, tout le temps. La protection du dos, ça fait partie, ça va être un enjeu vraiment majeur là, après le confinement. Tac. Et la méthodologie de reprise, bon, on en a un petit peu parlé, progressivité. Il ne faut pas prolonger dès le début les efforts intenses. On peut faire des efforts intenses, il faut en faire. Donc, des sprints, de la vitesse max, des sauts. Il faut juste être attentif à la durée dans laquelle on met ça. Voilà. Et à la spécificité, c'est ce que je viens de dire. Il faut faire augmenter en gros le volume d'entraînement avant l'intensité. Donc, il faut s'habituer à se réentraîner plus longtemps et plus avant de s'entraîner plus dur. Ça, c'est important aussi. Et il y a un enjeu majeur là, ça va être la position assise, qui a des effets vraiment délétères sur plein de choses. Et il faut faire attention à ça chez les sportifs amateurs, quoi. Mais ça, je dirais, c'est un petit peu plus du travail d'étirement, de souplesse pour réparer ces dommages causés là. Donc, on ne va pas s'attarder trop là-dessus, je pense. Et la spécificité, on en a déjà parlé. Donc voilà, il ne faut pas faire de longues séances de sprint pour un volleyeur parce que le volleyeur ne court pas. Donc, il faut faire attention à ça. Ça fait partie des séances où, si on fait des longues séances de sprint pour un volleyeur, il peut y avoir des blessures, de la casse.
surtout si c'est mal fait. Et voilà, du volley, du volley, du volley, du volley, du volley, du volley. Il ne faut pas avoir peur de reprendre le volley tout de suite. Vraiment. C'est très important. Donc, il ne faut pas le faire n'importe comment. Et notamment, il ne faut pas faire des séances de 3 heures tout de suite, avec saut du début à la fin. Mais il faut faire du volley. C'est important. Le problème qu'on va avoir, on n'en sait pas trop encore, mais c'est qu'il est possible que le volley va pas être possible avant peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, on n'en sait rien, et que nos séances vont d'abord être purement physique, renforcement et autres avant de pouvoir toucher du ballon, quoi. Ouais, carrément. Mais une fois qu'on peut, il faut faire du volley. Mais ouais, je suis d'accord. Il va falloir trouver une variété qui fait qu'on va continuer à avoir des gains physiques malgré ça, quoi. On passe un peu au pro. Voilà. Je ne sais pas si ça intéresse tout le monde, ces spécificités-là. Donc, on ne va pas forcément y passer 3 heures. Et après, c'est bien si on peut discuter. Donc, les caractéristiques des pros, c'est que ce sont des pratiques très intenses. Donc, c'est entraînement tout le temps, 1 à 2 fois par jour, des fois 3. Peu de temps de réadaptation, c'est-à-dire que il faut être en gros performant physiquement tout de suite. On n'a pas la possibilité de. Bon, voilà, par exemple, les footballeurs, ils ont demandé 6 semaines de reprise et puis on leur a dit non, vous allez reprendre dans 2 semaines et basta. Et souvent des pathologies qui sont déjà existantes, donc il faut y faire attention. L'avantage, c'est que donc, ce sont des gens, normalement, s'ils sont sérieux et qu'ils vont courir comme Isaline régulièrement, il n'y a pas eu d'inactivité prolongée. Donc, ce n'est pas des sédentaires. Le système neuromusculaire, il est déjà formé, il est déjà solide. Il n'y a pas de problème. Il faut faire attention aux progressivité, mais il n'y a pas particulièrement de risque. Et on peut travailler en salle de muscu souvent. Donc ça, c'est un gros avantage. Voilà, donc on fait un petit focus sur la musculation. Ça va nous permettre donc de solidifier l'ensemble des tissus nécessaires à la pratique du sport, donc ce dont j'ai parlé au début, de vraiment retrouver ce niveau-là physiologique rapidement, parce qu'on va appliquer des contraintes mécaniques à ces tissus-là qui sont importants, donc des adaptations qui vont être plus importantes et on va gagner du temps. Retrouver un niveau de gainage dynamique élevé, c'est très important de comprendre que quand on fait de la muscu sur plein d'exos, ça sollicite des niveaux de gainage importants, notamment le meilleur exo du monde physique qui est le squat. C'est un niveau de gainage qui est beaucoup plus proche d'ailleurs de la pratique du volleyball, donc beaucoup plus spécifique que le gainage qu'on fait en salle avec juste un tapis et un prof de sport. Et voilà. Ce qui est important. Excuse-moi, tu parlais des squash là. C'est quoi? Est-ce qu'il y a toujours ces débats-là? Un squash complet ou Non, squat. J'ai dit squat. Ah, d'accord, ok. Ouais. Je disais que le squat, c'est un exo qui engage un gainage dynamique. Et ça, c'est top. C'est top. Il ne faut pas oublier qu'en muscu, il y a plein de mouvements qui engagent des gainages dynamiques et ça fait partie des gros avantages de la musculation, et notamment sur le squat. Voilà. Il faut travailler dans des grandes amplitudes. Pourquoi? Parce que ça va obliger les tendons et les ligaments à s'étirer et à retrouver des sollicitations normales et j'ai envie de dire un peu extrêmes et donc des adaptations positives. Et ça, c'est très bien. Donc, il faut travailler avec des grosses amplitudes au début en volley, même si ce n'est pas spécifique, on s'en fout. Le squat complet, notamment. Très important. Voilà. Utiliser des mouvements en muscu qui engagent des grandes masses musculaires pour le débit énergétique. Ça, c'est important pour la reprise aussi. Donc, en gros, les mouvements monoarticulaires, c'est-à-dire par exemple le leg extension, ce truc où tu es assis et avec tes cuisses, tu fais ça. Hein. Bon, ça a des avantages, mais c'est pas le top pour reprendre. Voilà. Faut oublier ça. Donc, on peut faire dès le début de l'haltérophilie légère, par exemple. Donc, on ne met pas beaucoup de poids pour diminuer un petit peu, pour pas mettre trop d'intensité. Mais par contre, on va engager beaucoup de masse musculaire. La triple extension hanche-genou-cheville qui est très proche de la pratique. Donc, ça, c'est très, très bien. Une coordination intermusculaire qui est très proche de la pratique aussi. Donc, c'est très spécifique.
Et voilà. Et bien sûr, bon, ça, c'est pareil, il ne faut pas avoir fait bac+5, mais appliquer le principe de progressivité en muscu. On ne va pas faire du lourd tout de suite. Ce serait ridicule. Voilà. Je crois qu'il y a une. J'ai vu une question, non? Ouais, si c'est le PowerPoint dont on parle, je vais le mettre en ligne. Ouais. Hop. Des choses qui sont très importantes. Attention au suivi. Il faut suivre ce qui se passe, les effets. J'en avais déjà un petit peu parlé dans ce que j'avais dit sur la planification. Il faut suivre ce qui se passe et quand il y a des douleurs, il faut les écouter. C'est très important. La douleur, ça caractérise le fait que les lésions dont on a déjà parlé, une lésion sur le muscle par exemple, elle n'a pas eu la possibilité de cicatriser correctement. Et donc, il faut lui laisser plus de temps. Et donc, il faut faire autre chose. Ça ne veut pas dire rien faire. Ça veut dire travailler tranquillement. Je me mets dans la situation, par exemple, où il y a une joueuse ou un joueur qui me dit une petite douleur au quadriceps, en haut du quadriceps. Ça ne veut pas dire on ne va rien faire. Ça veut dire, par exemple, si elle a du squat de prévu, eh ben, on va vraiment pas mettre énormément de poids sur le squat. Ou on va faire quelque chose de moins sollicitant pour le bas du corps, comme la presse oblique, par exemple. Voilà. Mais donc, on est à l'écoute de son corps et on adapte, et notamment les douleurs, parce que la douleur, c'est le seul indice direct qu'on a de ce qui se passe physiologiquement. Donc, c'est important. Voilà. Il faut planifier pour être cohérent et savoir ce qu'on fait, quand est-ce qu'on le fait, comment on le fait. Et planifier les efforts entre eux. Et voilà, en gros. Une petite conclusion d'un peu tout ce qu'on a dit. La sécurité des tissus, voilà. Laisser cicatriser, hydratation et nutrition. L'hydratation, si on met hydratation et nutrition dans un paquet, ça représente, allez, je vais dire 30% de la récupération. Le sommeil, c'est 50% et il reste 20% pour tout le reste. Donc, la glace, les bains froids, les compléments alimentaires, les protéines, etc. Tout ça. Donc, hydratation, nutrition, sommeil, c'est 80% au moins de la récupération. Progressivité, il faut planifier pour être cohérent et ne pas faire n'importe quoi. Spécificité, priorité à la motricité spécifique, sauf chez l'enfant, c'est ce qu'on a dit, où il faut repartir un petit peu depuis le général. Le gainage, tout le temps, 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 c'est simple. Et voilà. J'espère, Romain, que tu apprécieras que j'ai mis ta femme pour conclure. Ah, moi, Voilà. Comment? Ah, j'ai vu Élysée, ça m'a donné de la joie. Est-ce qu'il y a des questions? Ou si chacun veut partager un peu des expériences par rapport à ça, je suis preneur. Moi, j'ai juste une question. On parle très peu de la souplesse chez le volleyeur. Et est-ce que tu penses que c'est vachement important? Ouais, c'est important. Ouais. Ça, c'est un sujet vraiment hyper compliqué parce que, même, en gros, la souplesse, c'est vraiment le domaine. Donc, on va parler plus précisément des étirements. C'est vraiment le domaine où vraiment personne n'est d'accord, quoi. Donc, moi, j'en parle rarement parce que même quand j'en discute avec mon kiné, il ne sait pas. Je crois que les gens qu'il faut écouter, c'est vraiment les gens qui ne savent pas, parce que c'est la vérité. On a très peu d'infos sur les étirements. Et la seule chose par rapport au volet sur lequel on a un consensus scientifique un peu général, c'est qu'il ne faut pas faire d'étirements, de grosses séances d'étirement proches des efforts pliométriques et donc proches des efforts de volet, des séances de volet. Ni avant, ni immédiatement après. Voilà. Mais moi, une fille qui a besoin de s'étirer avant ou après, je ne vais jamais lui dire de ne pas le faire. Donc ça, c'était vite fait pour les étirements. Voilà. La souplesse, pour moi, ouais, c'est extrêmement important, notamment pour la sécurité. Avoir des grandes amplitudes, ça te permet d'être en sécurité, mais il ne faut surtout pas se faire avoir par des produits qui sont beaucoup plus marketing et qu'on nous vend, comme j'ai oublié le test là, un test qui était à la mode il y a vraiment pas très longtemps
Et donc, après ce test, en gros, d'amplitude et de souplesse, tu avais un score et c'était censé, ce score, te donner des risques, ton risque de blessure par rapport à ça. Ça, c'est des... Je vais encore me faire des copains parce que c'est un truc général, mais c'est des bêtises. C'est des bêtises. T'as raison, c'est connerie. Comment? T'as raison, c'est la pure connerie. Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. C'est purement marketing et ça n'a aucune validation scientifique correcte. Il y a des études qui sont scientifiques qui sont sorties par rapport à ça et c'est nul. C'est nul. Ça n'existe pas. Je n'arrive pas à retrouver le nom de ce test-là. Le FMS. Voilà. Le FMS. Le FMS, ça a plein de qualités, le FMS, hein, sur la motricité fonctionnelle et tout, ça a plein d'avantages, mais sur le risque de blessure, c'est nul. Il ne faut pas faire confiance à ça. Donc la souplesse, c'est un peu la même réponse que je fais. C'est très important, moi je pense notamment pour le libéro, c'est très important de pouvoir aller dans des amplitudes, dans de grandes amplitudes pour aller chercher des ballons très vite, très forts. Avoir la capacité de se baisser, d'être en flexion proche du sol très très vite quand le ballon, et on va parler un peu de volley, hein, mais quand le ballon arrive très vite en bas, proche de toi, se baisser très vite et aller très vite proche du sol, c'est pas n'importe quoi comme effort, hein. C'est un effort intense, c'est un effort compliqué, et dans cet effort-là, la souplesse, c'est très important. Ouais. Mais c'est un petit peu comme l'endurance et le cardio dont on parlait tout à l'heure avec Isaline. Je suis pas sûr que la souplesse ait un impact direct sur la performance. C'est bénéfique, bien sûr, mais voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Dans tous les cas, quelqu'un qui veut s'étirer, il faut le laisser s'étirer. Ça, c'est primordial. Quelqu'un qui veut courir, quelqu'un qui veut nager, voilà, en fait, au final. En gros, c'est ça. Après, rien n'empêche d'expliquer ce qui vaut la peine d'être expliqué. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, les gains de souplesse, il y a un autre consensus un peu là-dessus. Les gains en souplesse et en amplitude articulaire après la puberté ne sont pas stables dans le temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vous dire « ouais, je veux progresser en souplesse », ok, très bien, il va progresser, mais il faut lui expliquer que si une fois qu'il a progressé, il ne fait rien, il va perdre tous ses gains progressivement. Mais il faut le laisser faire, quoi, bien sûr. Comme en nutrition, c'est une question de dosage. Pardon. Non, vas-y, finis, Laurent. Ouais, c'est une question de dosage, tout simplement. Enfin, du bon sens, mais il y a quand même un peu de conseils et de guider ceux effectivement qui ont ces besoins de compléments dont on parle. Il faut pas aller dans des extrêmes non plus. Ouais. Notamment, il y a plein de méthodes pour s'étirer qui sont différentes. Il y a les étirements passifs, les étirements actifs, blablabla. C'est ce que je veux dire justement là. Ouais. C'était ma question justement, les étirements activo-dynamiques, etc. On parle pour le volley. Est-ce que du coup c'est plus à prioriser justement par rapport à la pratique et le côté pliométrique? Moi je pense, ouais. Honnêtement, je pense. Je dis je pense parce que j'en suis pas sûr. Voilà. Mais pour moi, ouais, plutôt, ouais, carrément. Je pense que le passif, les étirements passifs, c'est bien dans une espèce d'idée de soit, en gros, avant la pratique, dans une espèce d'entrée dans la séance ou de relaxation après. Mais si on veut avoir des gains fonctionnels importants, il faut prioriser c'est des techniques un peu plus avancées, quoi. Ouais. Disons surtout, je pense que c'est en lien avec la pratique, avec l'effort qu'on va faire. C'est-à-dire que activo-dynamique, justement, contraction, relaxation rapide, comme tu disais, c'est plus en lien justement avec le joueur, la joueuse qui va être sur des appuis rapides et sauter, alors qu'un étirement passif, où justement on cherche à allonger le muscle, si on lui demande juste après de passer à l'attaque et de s'engager, c'est pas trop adéquation. Ouais. Non, ça c'est sûr. Mais dans tous les cas, il y a une chose à laquelle il faut faire attention, c'est que quand on fait des grosses séances intenses, donc par exemple une séance de muscu ou une grosse séance de saut, où les sportifs ont beaucoup sauté, ces séances-là, elles créent des lésions musculaires sur les muscles, sur les tendons. Et si on étire fort, ça étire la lésion, forcément. Et ça, il faut vraiment faire attention quand même. Mais après,
Il y a une passeuse de 40 ans qui arrive, qui est trop forte et qui veut s'étirer après la muscu, moi je la laisse faire. Hein. Elle en a besoin. Et voilà, son corps, c'est encore une fois, c'est la spécificité. Son corps est habitué à fonctionner de cette manière-là. Donc peut-être qu'il cicatrise plus vite avec des étirements. Mais en pratique, j'aurais quand même tendance à dire qu'il faut éviter après les grosses séances. En tout cas, vraiment proche de la séance, il faut éviter. Et privilégier des méthodes en gros plus douces, c'est-à-dire le fameux les jambes au mur, par exemple. Ça, c'est très bien. Je voulais revenir sur l'échauffement des jeunes, voire même des très jeunes. Quand on regarde des gamins, on n'a pas vraiment l'impression qu'ils ont besoin d'échauffement. Tu leur demandes de courir à fond, ils courent à fond. Tu leur demandes… Ouais. Donc, les diriger pendant un échauffement de volley, je trouve que c'est compliqué parce qu'on a l'impression que tu leur dis c'est on-off, quoi. Ouais, carrément, c'est ça. Moi, je fais des séances avec les petits où il n'y a pas d'échauffement. Pas tout le temps. Et c'est-à-dire, il n'y a pas d'échauffement. Si, forcément, il y a un échauffement, mais il est caché. Il est caché. Et ça m'arrive très souvent de dire, voilà, on prend un ballon chacun, manip de balle, et voilà, et c'est comme ça qu'ils s'échauffent. Et à l'intérieur des manips de balle, tu les fais courir, tu les fais bouger, passer au sol, voilà. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est lié au fait que la capacité d'activation musculaire de l'enfant, elle est énorme. Beaucoup plus grande que chez l'adulte. Et l'enfant n'a pas besoin de ce dont Romain a parlé, de déverrouillage articulaire, alors que l'adulte en a besoin. Et il va déclencher des métabolismes, alors sauf chez vraiment le tout jeune enfant, mais il va déclencher des métabolismes liés à la pratique très très vite. Et en plus, comme il est entre guillemets moins, c'est un peu risqué de dire ce que je vais dire, mais je le pense quand même un peu, moins propice à la blessure quand même que l'adulte, parce qu'il est soumis à des contraintes qui sont moins importantes. Le volet du petit, c'est pas le volet où tu mets des lourdes à longueur de séance, voilà, c'est un peu ça l'idée. En fait, il y a un peu moins besoin d'échauffement parce que la pratique, elle est moins intense. Voilà. Mais l'échauffement, il en faut un, et par contre, on peut le cacher et on n'est pas obligé d'être hyper exigeant vis-à-vis de cet échauffement, quoi. Okay. Pour revenir un petit peu sur ça, moi je pense aussi que c'est la partie mentale. C'est-à-dire que le gamin, il vient pour jouer, pour se dépenser et il est prêt à ça. Et chez l'adulte, des fois, on n'a pas forcément ça pour moi. Et il y a un exemple qui est simple et bête. C'est un enfant, il entend la cloche de la récré, il va taper un sprint. Tu fais ça à un adulte, le mec, il va se claquer. Par contre, un adulte, il y a un problème en voiture, tu ne vas pas t'échauffer si tu dois aller te battre. Tu ne vas pas faire un échauffement de boxe. Donc, ça, c'est la partie mentale qui passe des fois aussi un petit peu au-dessus du physique, quoi. Subconscient. En STAPS, j'avais eu un de mes profs de physiologie qui avait fait un cours de 4 heures juste sur l'échauffement. Et la première phrase de son cours, c'était bon, je vais être clair, l'homme néandertal, quand il fallait échapper à un ours, il ne s'échauffait pas. Donc ça vaut ce que ça vaut. C'était très drôle, mais ça rejoint ce que dit Romain, quoi. Ça dit tout. Bon, merci. Hein, De rien. Ouais, j'ai une question. C'est dû à quoi, là, ce côté prof EPS qui parle, c'est dû à quoi le fait qu'un élève, justement, qu'un jeune, il n'ait pas de déverrouillage articulaire nécessaire par rapport à l'adulte, ce que tu disais justement. Par rapport c'est pareil, c'est des questions de fibres ou c'est, Non, c'est une question en gros, de jeunesse des tissus, quoi. Un tissu qui est jeune, il est apte à être sollicité fort vite tout de suite, en gros. Voilà. Et donc, c'est plus important chez l'adulte que chez l'enfant. Mais je veux pas du tout qu'on me fasse dire ce que j'ai pas dit. Je dirais jamais qu'il ne faut pas s'échauffer en jeune. Hein. Il faut s'échauffer. C'est important. Mais on n'est pas obligé d'être aussi exigeant avec l'échauffement en jeune qu'avec les adultes. Surtout que quand on n'est pas exigeant, on apprend aussi beaucoup. Hein.
on apprend beaucoup de ces jeunes-là. Hein. Quand ils se mettent parfois en autonomie, ils font des trucs incroyables et, Bien sûr, bien sûr. et on a des retours aussi. On travaillait au comité départemental, on faisait des stages avec les sélections. Et mon chef à l'époque, peut-être certains le connaissent, qui s'appelle Erwan Varek, qui est un formidable entraîneur avec les jeunes, il faisait du jonglage avant les séances, souvent. Il avait des balles de jonglage et il faisait du jonglage. Et c'était le tunnel d'entrée dans la séance. Voilà. Donc, ce n'était pas un échauffement physiologique, parce que, bien sûr, faire du jonglage, ça échauffe rien du tout. Hein. Mais par contre, dans les caractéristiques psychologiques dont parlait Romain, et mentales, et d'entrée dans la séance, de concentration, de coordination, c'était important. On parlait aussi Isaline avec Émile Rousseau et Gaël Draou qui fait aussi du jonglage avec des ballons pour les moins jeunes, en fait, au final. Oui, bien sûr. Ah, bien sûr. Avec le terrain, passer sous le filet en jonglant, on peut imaginer plein de choses. Oui, carrément. De toute façon, le jonglage, c'est les mêmes en gros, sollicitations motrices que quand on commence à faire des manipulations de balles. Hein. C'est juste qu'on n'a pas la technique spécifique de la manchette, de la passe à 10 doigts. Voilà, mais c'est la même chose. Bon, va falloir aller faire sa petite séance maintenant. Hein. Ah oui, hein. Allez. Je ne vais pas aller courir parce que mon pied est un peu invalide, mais… Tu vas aller nager alors. Comment? Oui, tu peux aller nager. Ah mais oui, parce que les piscines sont ouvertes, évidemment. Non, mais attendez, maintenant, j'ai des excuses là. Vous croyez que je vais pas proche de la mer. La mer. À Cannes. On se calme bientôt.